Salut à tous les amis parieurs et grands fans de MMA, c'est un plaisir de vous retrouver pour analyser et pronostiquer ensemble l'UFC Fight Night 237 Moreno versus Royval numéro 2. Avant ça, on va rapidement récap ensemble l'UFC 298 qui se tenait hier soir, Volkanovski versus Topuria. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et s'il vous plaît les amis, à lâcher un petit pouce bleu pour le référencement, ça aide beaucoup. Vous pouvez me retrouver également sur les réseaux sociaux, les liens ils sont dans la description de la chaîne directement, là où je balance tous les tickets gagnants des pronostics que je fais. Enfin bref, il est 3h du matin au moment où j'enregistre la vidéo, excusez-moi si je bafouille un petit peu. Je sais que la qualité visuelle de mes vidéos sont pas top, j'essaye de faire mieux, d'apprendre pour l'avenir en tout cas, pour faire de meilleures vidéos. Mais pour l'instant c'est surtout la qualité de mes pronostics qui sont importantes. J'espère que vous me pardonnerez la qualité visuelle qui est vraiment pas propre. Sur ce, on récap l'UFC 298, c'est parti. On retrouvait du coup 5 combats sur cette carte principale de l'UFC 298. Le premier catégorie middleweight, on retrouvait Hernandez contre Kopylov. Je vous avais conseillé de choisir Hernandez. Je pensais que la différence avec son grappling, son avantage au sol pourrait justement faire la différence dans le combat. C'est ce qui s'est passé. Kopylov a bien résisté au premier round. Deuxième round, ça a vraiment été compliqué de résister aux amenés au sol. De plus en plus difficile pour lui et s'est fait prendre en étranglement arrière qui n'est pas passé une première fois, mais la deuxième, la prise était parfaitement verrouillée et Kopylov a tapé. Donc Hernandez a remporté ce combat au deuxième round par soumission. Ensuite, en deuxième combat, on retrouvait combat catégorie Bantamweight. On retrouvait Merab Dvalishvili contre Henry Cejudo. Je vous avais conseillé de choisir Merab. Je pensais que Cejudo, après sa pause de 3 ans, les 37 ans, la défaite, est-ce qu'il aurait encore l'envie face à un combattant qui était sur une série de 9 victoires, qui se fait surnommer The Machine, parce que c'en est une réellement. Le premier round a été un petit peu quand même compliqué pour Merab. Enfin, compliqué, pas plus que ça, parce que Cejudo était quand même bien en place. Au deuxième round pour Cejudo, le rythme imposé a commencé à devenir très compliqué à suivre. Et même au troisième round, Merab s'est permis d'attraper Cejudo, de le soulever, de traverser le ring avec lui et puis de le slammer au bord de la cage. Donc victoire par décision pour Merab. Et c'est passé un peu ce que je pensais dans le combat. Donc on en est à 2 de bons sur les 2 premières pronostics. Donc 2 sur 2. On retrouvait ensuite pour le troisième combat catégorie welterweight. On retrouvait Geoff Neal contre Yann Machado Garry. Je vous avais conseillé de choisir l'Irlandais. Invaincu, je pensais qu'il allait rester sur cette lancée. Je ne voyais pas Neal être capable de lui amener sa première défaite, surtout avec les 2 styles qui les opposaient. Garry, il a quand même, on va dire, vraiment pas cherché à laisser Neal rentrer dans ce combat-là. Et lui, il a énormément bougé, tourné. Il a beaucoup tourné. Neal, il commençait un petit peu à être frustré au bout d'un moment. Mais à chaque fois qu'il essayait d'avancer, Garry, il envoyait des gros genoux au torse. Ça a été un combat un peu timide et victoire split decision. Il y avait un juge pour Neal, ce que j'ai trouvé assez normal au final, au vu de ce que nous avaient donné comme prestation les 2 combattants. Donc Garry reste invaincu et ça lui fait donc une 14e victoire d'affilée pour 0 défaite en carrière. Donc on va voir la suite pour lui, ça va être super intéressant. Il a call out quand même Covington à la fin du combat et je sais pas si c'est un call-out intelligent quand on sait Covington, comment il est capable d'aller vraiment beaucoup utiliser la lutte à outrance, on va dire, et pourrir le combat. Enfin bon, en même temps, c'était ça ou sûrement Shavkat Rakhmonov. Quoi qu'il arrive, Garry pour la suite, ça va être vraiment difficile pour lui. On enchaîne sur le co-main event. On retrouvait catégorie middleweight, Robert Whittaker contre Paulo Costa. Je vous avais conseillé de choisir Whittaker. Je pensais que Costa, avec 4 combats en 4 ans, vraiment beaucoup trop d'absence de combats ratés, depuis sa défaite contre Adesanya, c'était plus le même pour moi, Costa. Et c'est vrai qu'il a quand même été vraiment assez bon dans ce combat, le Brésilien. Il s'est montré dangereux dans le premier round, avec quand même de puissantes frappes. Même fin du premier round, il avait touché un peu Whittaker avec un coup de pied retourné. Mais Whittaker, beaucoup plus précis, au final, a remporté ce combat par décision en 3 rounds classiques. Et décision unanime, c'était assez logique au vu du nombre de frappes chirurgicales qu'il a envoyées au visage de Costa. Donc je vous avais conseillé Whittaker, on en est donc à 4 sur 4 pour les pronos, ça s'annonce très très bien pour rentrer un combiné complet. On avait donc ensuite en main event de cette UFC 298, Alexander Volkanovski qui défendait sa ceinture featherweight contre le dangereux espagnol Ilia Topuria. J'avais pas arrêté de l'appeler l'italien dans la vidéo d'analyse et de pronostic de l'UFC 298, je sais pas ce qui m'avait pris.
Il est espagnol, hein, bien évidemment, pas du tout italien, même géorgien et espagnol. Hein, il est d'origine géorgienne, Topuria. Donc c'était un pronostic vraiment compliqué à faire. Il y avait quand même beaucoup de choses à prendre en compte. Volkanovski, c'est un monstre. 2 défaites seulement à l'UFC contre le champion lightweight Islam Makhachev. Aucune défaite en catégorie featherweight. Il avait défendu plusieurs fois sa ceinture. Il roulait sur la catégorie, il l'avait même déjà fait. Jusqu'à ce qu'il affronte la nouvelle génération, donc Topuria, qui a 27 ans, hein, beaucoup plus jeune. Et j'avais peur, le fait que Volka revienne d'un KO contre Islam, le fait qu'il ait 35 ans, que les stats hein, ne mentent pas au final. Hein. Il est difficile pour un combattant passé 35 ans dans ces petites catégories de rester champion, de défendre sa ceinture, en tout cas quand ils sont champions. Donc je vous avais conseillé de choisir l'Espagnol Topuria. Je pensais qu'il avait une chance de surprendre. Je le trouvais, comme je l'ai dit dans la vidéo d'analyse spéciale, ses combats, il avait l'air vraiment à l'aise. On l'a jamais rarement vu en danger, à part contre Herbert avec ce high kick qu'il avait pris en plein visage. Mais il avait su retourner la situation à son avantage sans paniquer. Je le trouvais vraiment solide, Topuria, d'où la prise de risque d'aller tenter, de pronostiquer l'Espagnol vainqueur. J'ai regardé, j'avais fait le tour en plus des chaînes de pronos après avoir fait ma vidéo, comme je le fais souvent. Je regarde un petit peu tout ce qui se passe sur le MMA sur internet. Hein. Et il n'y a aucune des grandes chaînes qui avait osé pronostiquer Topuria. Hein. Tout le monde avait joué la sécurité sur Volka, donc je suis assez content d'avoir osé le faire. Parce qu'au final, il a surpris le monde et il passe pas pour un abruti Topuria après cette conférence de presse où tout le monde disait que c'était le Conor McGregor de Wish. Maintenant qu'il a la ceinture, tout le monde ferme sa bouche. J'avais eu un petit peu de peine quand même pour Volka hein, de le voir une deuxième défaite d'affilée, perdre son titre en plus, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, hein, c'est la roue qui tourne, la nouvelle génération arrive en place et Volkanovski, il a quand même, je pense, marqué son empreinte sur l'UFC, hein, c'est sûrement le plus grand featherweight de l'histoire de l'UFC avec José Aldo. Donc voilà, on a un nouveau champion, Topuria, et nous, j'ai réussi les 5 pronostics sur la carte principale de cette UFC 298, ça fait plaisir. J'espère que vous avez écouté mes conseils, hein, que vous n'avez pas fait n'importe quoi, aller miser sur Volka ou sur Kopylov. Hein. Fallait vraiment écouter mes choix pour celui-ci, parce que j'ai fait un 5 sur 5. Ça rattrape le big de la semaine dernière, donc ça fait vraiment plaisir. Voilà, on en a fini avec le récap de cette UFC 298. On enchaîne sur l'analyse et pronostic de l'UFC Fight Night 237. C'est parti. Donc cette UFC Fight Night 237, Moreno versus Royval numéro 2, se tiendra samedi prochain, samedi 24 février. C'est le 4e et dernier UFC du mois de février. Et on retrouve également en co-main event Rodriguez versus Ortega numéro 2. On retrouve du coup 6 combats sur la carte principale. Et en premier combat catégorie lightweight, on retrouve Manuel Torres contre Chris Duncan. Alors Manuel Torres, il est mexicain, il a 28 ans. Et il est à l'UFC depuis peu de temps. Les deux, c'est des jeunes prospects. Hein. Il a 14 victoires pour 2 défaites en carrière. Il est arrivé à l'UFC, c'était en 2021 au Dana White Contender, où il a gagné par KO technique au premier round. Assez impressionnant pour une entrée en matière. Il a ensuite eu un premier combat à l'UFC, c'était en 2022. Et il a gagné par KO technique également au premier round. Et dernier combat en date, 3e victoire d'affilée à l'UFC en comptant celle au Dana White Contender. C'était au mois de juin 2023 l'année dernière. Il a battu Nicolas Motta par KO au premier round. Donc vraiment grosse impression pour Manuel Torres, surnommé El Loco. Pour l'instant, en tout cas pour ses débuts très prometteurs à l'UFC. Face à lui, Chris Duncan. Il est écossais, il a 30 ans. Il s'entraîne à l'American Top Team lui. 11 victoires pour une seule défaite en carrière. Cette défaite en plus c'était au Dana White Contender, c'est quand il a essayé d'intégrer l'UFC, parce qu'il était au Bellator en 2019-2020 où il avait enchaîné plusieurs victoires toutes par KO technique. Il a voulu donc intégrer l'UFC via les Dana White Contender, il a perdu par KO, c'était en 2021, donc il est retourné à l'UFL, une petite orga pour refaire une petite victoire. Il a été rappelé au Dana White Contender en 2022, cette fois-ci il a gagné par KO contre Charlie Campbell par KO au premier round. Et il a ensuite enchaîné 2 victoires, une à l'UFC 286 par décision split decision contre Omar Morales. Et sa dernière victoire en date, c'est à l'UFC Fight Night 224 au mois de juillet l'année dernière. Et il a gagné contre Yanal Hashmov. Par décision unanime cette fois-ci. Donc c'est un combat de jeunes prospects, hein, comme je le disais, qui ont pour l'instant juste 2 combats chacun à l'UFC.
Manuel Torres, lui, il cherche plutôt le KO, hein. Il aime le striking, il va chercher le KO debout. Il est assez grand pour la catégorie. Chris Duncan, un petit peu plus petit que son adversaire, lui, va plutôt chercher, je pense, à essayer de lutter, essayer d'emmener au sol pour tabasser en grand and pound, ou chercher la soumission éventuellement, en tout cas contrôler éventuellement le combat. À mon avis, je pense que Torres a plus de chances de remporter ce combat, comme à l'image de son dernier adversaire. Lors de son dernier combat, il avait un petit peu le même profil que Chris Duncan, physiquement en tout cas je parle. Et pour ce qui est des cotes, on retrouve Manuel Torres légèrement favori avec une cote à 1,80 et Chris Duncan une cote à 1,90. C'est très serré. Et soit ça va dans le sens de Torres qui pourrait remporter le combat par KO ou KO technique debout, soit Chris Duncan qui réussit à emmener Torres au sol, à le contrôler et éventuellement remporter le combat par décision. Donc je vous conseille de choisir le favori. Je suis assez d'accord avec les pronostiqueurs, je pense que Torres il est favori et je le vois bien remporter ce combat par KO ou KO technique. Il a vraiment un pouvoir dans les points, il a de la puissance dans les points Torres et je le vois bien être capable de finir ce combat même, hein. Peut-être premier ou deuxième round comme il l'a fait jusqu'à aujourd'hui dans ses combats à l'UFC, ouais, un finish au premier ou au deuxième round. En tout cas c'est ce qu'il va chercher à faire, en finir très rapidement, donc je vous conseille de choisir Manuel Torres. On enchaîne sur le deuxième combat, c'est parti. On retrouve ensuite en deuxième combat féminin dans la catégorie strawweight. On retrouve la Mexicaine Yasmine Jorgui face à Sam Hughes. Donc Yasmine Jorgui, elle a 24 ans, elle est vraiment très jeune. Elle est à 10 victoires pour une seule défaite en carrière. Sa défaite, c'est son dernier combat, où elle a perdu contre Denise Gomez, c'était à l'UFC 290 au mois de juillet l'année dernière. Par KO technique en 20 secondes, elle s'est fait surprendre dès le début du combat. Sinon, avant ça, elle était sur 2 victoires d'affilée à l'UFC, une par décision en 2022 et une autre également en 2022, mais par KO technique. Donc elle était sur 2 victoires d'affilée, toujours invaincue, et elle a eu sa première défaite. Donc on va voir dans quel état elle va revenir. Face à elle, on retrouve Sam Hughes. L'américaine a 31 ans, 8 victoires pour 5 défaites en carrière. Ses 3 derniers combats, même 4 derniers combats, oui non, elle est à l'UFC depuis déjà 2020. Elle avait enchaîné 3 défaites d'affilée pour son premier combat, ses 3 premiers combats à l'UFC. Elle a retrouvé le chemin de la victoire en 2022 où elle a gagné 2 combats, un par décision majoritaire et un par KO technique. Ensuite, elle a repris une défaite par décision en 2022 et son dernier combat en 2023, c'est une victoire par décision. Donc c'est un parcours en dents de scie un petit peu pour l'américaine. Pour ce qui est des cotes, on retrouve Yasmine Jorgui largement favori avec une cote à 1,17 et une énorme cote à 4,45 pour Sam Hughes. Donc il n'y a pas photo, hein. Sam Hughes, à mon avis, a peu de chances de remporter ce combat. Alors la jeune prodige, prodige hein, comme je dis, hein, bien évidemment, entre guillemets, hein, qui était à 10 victoires, qui a eu sa première défaite, je pense qu'elle va revenir quand même avec les crocs, elle est jeune. Et c'est pas une défaite comme ça qui devrait la stopper. Quant à Sam Hughes, elle a eu un parcours en dents de scie à l'UFC, comme je disais tout à l'heure. Donc la cote à 4,45, elle peut être tentante. Je comprends, mais vraiment, ce serait trop risqué. Donc je vous conseille de choisir Yasmine Jorgui, mais c'est combat féminin catégorie strawweight. Hein, je connais pas super bien la catégorie dès qu'on sort du top 10. Je pense pas que ce combat aille vraiment qu'il y ait un finish, ça ira sûrement à la décision, mais voilà, ça sert à rien de prendre un risque avec une cote à 1,17 limite, vu qu'il y a 6 combats sur la carte principale, vous pouvez même le sortir du combiné et limite ne pas le mettre en fait, ne même simplement pas parier sur ce combat, mais ça c'est à vous de voir après. En tout cas moi je vous le déconseille. On enchaîne sur le troisième combat, c'est parti. On retrouve en troisième combat, un combat dans la catégorie Bantamweight, on retrouve Raúl Rosas Jr. contre Ricky Turcios. Alors Raúl Rosas Jr., il est très très jeune, il a 19 ans l'américain. Il a 8 victoires pour une seule défaite en carrière. Sa défaite c'était à l'UFC 287 en 2023 par décision. Il avait perdu contre l'expérimenté et très très fort Christian Rodriguez. Avant ça, il avait donc intégré les Dana White Contender en 2022 avec une victoire par décision. Et ensuite à l'UFC 282 en 2022, en fin d'année, il avait gagné par soumission, un combat par soumission au premier round. Et il avait projeté un peu rapidement face à Christian Rodriguez. Du coup, son dernier combat l'a mis face à un adversaire un peu plus à sa portée, Terence Mitchell, qu'il a battu par KO technique en 54 secondes. C'était au mois de septembre 2023.
Donc il est sur une victoire, il a réussi à renouer avec la victoire à Raul Rosas Junior. Face à lui, donc son adversaire Ricky Turcios, il a 30 ans. Il est américain, il vient de la Team Alpha Male. Il est à 12 victoires pour 3 défaites en carrière. Et son dernier combat, c'est une victoire par décision partagée. C'était au mois de novembre 2022. Avant ça, il avait eu une défaite par décision unanime au mois de juillet 2022. Et si on remonte 3 ou 4 combats en arrière, il avait 2 victoires. Une par décision partagée et une autre par soumission. Mais je suis remonté jusqu'en 2020. Donc, ah non, pardon, excusez-moi, je suis allé un peu loin. C'était au Fury FC, cette victoire par soumission. Donc une seule victoire par décision à l'UFC. C'était en 2021, son tout premier combat. Et donc il est sur 3 combats à l'UFC, une défaite et 2 victoires par décision partagée. Compliqué pour Ricky. Ça me paraît quand même difficile à 30 ans d'aller faire face à Raul Rosas Junior. Alors 30 ans on n'est pas vieux, je veux dire, mais Rosas Junior il a 19 ans et il a vraiment une sacrée énergie. Ce qui fait que s'il n'y a pas l'expérience, un peu comme Rodriguez, il roule en général sur ses adversaires. Il va aller chercher la lutte un petit peu à outrance. Raul Rosas Junior, absolument emmener son adversaire au sol, placer un takedown et puis après soit le tabasser, le soumettre, peu importe. Et je pense pas que Ricky puisse résister à la ténacité du jeune Raul Rosas Junior. D'ailleurs, pour ce qui est des cotes, on retrouve une cote à 1,32, Rosas Junior largement favori. Quant à Ricky, il a une cote à 3,05. Alors les cotes peuvent évoluer d'ici la fin de la semaine prochaine, mais ça devrait pas bouger énormément à mon avis. Et je pense que l'UFC ils veulent préserver Raul Rosas Junior puisque sa défaite contre Rodriguez, ça avait quand même été compliqué. Il n'était pas passé loin de se faire finir. Et il avait montré beaucoup de cœur dans ce combat, mais la technicité de son adversaire c'était trop pour lui au sol, surtout en grappling. C'est pour ça que je pense que l'adversaire qui lui ont mis, Ricky Turcios, je sais même pas comment ça se prononce son nom de famille. Je pense que c'est vraiment histoire de le faire briller. Donc je vous conseille sans surprise de choisir le favori. Et on enchaîne sur le combat suivant. C'est parti. On retrouve la catégorie lightweight cette fois-ci encore. Combat de jeune prospect Daniel Zellhuber contre Francisco Prado. Zellhuber, il est mexicain, il a 24 ans, il est sur 14 victoires pour une seule défaite. Il s'entraîne au Extreme Couture. Sa seule défaite remonte en 2022, c'était par décision. Son dernier combat, sinon, c'est une victoire donc par soumission contre Christos Giagos. C'était à l'UFC Fight Night 227 au mois de septembre 2023. Avant ça, il avait gagné contre Lando Vannata par décision. C'était au mois d'avril 2023 également. Donc sa défaite remonte en 2022 où il a perdu par décision. Avant ça, c'était son combat Dana White Contender en 2021 où il avait gagné également par décision. Il est assez fort, je trouve, Zellhuber, que ce soit en grappling. On l'a vu dans son dernier combat contre Giagos, c'est la soumission qui lui a placé au deuxième round. C'était assez impressionnant. Donc face à lui, Francisco Prado, il est argentin et il est très très jeune, il a 21 ans, c'est vraiment des très jeunes combattants. 12 victoires pour une seule défaite. Sa seule défaite remonte en 2023 à son premier combat à l'UFC. C'était contre Jamie Muller-Kay, il avait perdu par décision. Sinon, il a renoué avec la victoire. Dernier combat en date, victoire par KO technique au premier round contre Othman Aizetar. C'était à l'UFC, c'était Holm versus Bueno Silva, c'était au mois de juillet 2023. Alors, dans toutes ces victoires, 12 victoires, je vous disais juste avant pour Prado, c'est 12 finishes, 6 KO et 6 soumissions. Il est capable de soumettre comme d'éteindre la lumière. Et sa seule défaite, donc arrivée à l'UFC, c'était par décision. Donc très solide, le Prado. Face à lui, donc Zellhuber, lui, il a également une seule défaite par décision. Mais il a 4 victoires par décision, il a 7 KO et 3 soumissions. Donc on a quand même une super rencontre entre deux jeunes gros prodiges. Pour ce qui est des cotes, on retrouve Zellhuber favori avec une cote à 1,36 et Prado une cote à 2,92. Elle est assez intéressante sa cote à Prado parce que c'est un finisseur et je pense que dans ce combat il n'y aura pas de décision, je vois bien un finish. Prado il est un peu plus petit, un peu plus court que Zellhuber, donc il va devoir casser la distance. Je vois bien essayer de casser la distance et d'emmener Zellhuber au sol, mais ça va pas être simple. C'est quand même compliqué ce combat-là. Vu que c'est des jeunes prospects, on n'a pas encore assez de recul sur eux pour voir vraiment. Et ils n'ont qu'une seule défaite en carrière tous les deux, par décision en plus. Donc ils sont très solides.
Je pense que j'ai envie quand même de tenter celle de Prado, mais il a que 21 ans et c'est vrai qu'il a peu d'expérience. Après, Zellhuber, il a que 24 ans aussi, il est pas beaucoup plus vieux, mais à cet âge-là, les années, ça compte quand même pour 3 ans de plus, c'est quand même beaucoup d'expérience supplémentaire. J'ai quand même envie de rester sur le choix sur le favori, hein, avec une cote à 1,36 très basse pour le combiné, mais si vous voulez tenter Prado pour sa belle cote, je le comprends, mais il faut pas le mettre dans le combiné, sinon ça me paraît vraiment difficile de rentrer une cote pareille dans un combiné de 6 combats. Donc je vous conseille de choisir Zellhuber. Ça va sûrement être un combat très très engagé et pour moi c'est un peu du 50-50, hein. J'ai envie de tenter Prado pour sa cote, mais on va rester sérieux sur le favori. Et, si vous voulez tenter Prado pour la belle cote, mais voilà, vraiment comme j'ai dit, vous le mettez pas, surtout pas dans le combiné des 6 combats. Ce serait beaucoup trop risqué. On enchaîne donc sur le co-main event. C'est parti. On retrouve en co-main event un combat dans la catégorie Featherweight. On retrouve Yair Rodriguez contre Brian Ortega, numéro 2. C'est une revanche. Yair Rodriguez, il est mexicain, il a 31 ans, 19 victoires pour 4 défaites en carrière. Son dernier combat, c'est une défaite contre Alexander Volkanovski. C'était pour réunifier les titres Featherweight, puisque Yair Rodriguez était devenu champion par intérim en battant Josh Emmett en 2023. Il l'avait battu par soumission. Ils avaient mis une ceinture intérim pendant que Volkanovski était parti affronter Islam Makhachev dans la catégorie du dessus. Avant ça, donc Yair Rodriguez, avant d'avoir été champion par intérim, il a mérité ce combat contre Josh Emmett à l'époque, puisqu'il venait de battre Brian Ortega. Par chaos technique, c'était une blessure. Dans le combat, les 2 premières minutes, le combat avait duré 4 minutes au premier round, avant qu'Ortega ne soit arrêté. Les 2 premières minutes étaient vraiment plutôt au crédit d'Yair Rodriguez, qui avait contrôlé debout et touchant Ortega plusieurs fois avec son jeu très varié debout. Rodriguez, ses jambes, ses poings. Ortega, il essayait de mettre la pression pour réduire la distance, mais il se faisait pas mal toucher. Et au bout de 2 minutes, il a réussi à coincer Rodriguez contre la cage et à tenter de l'emmener au sol. Mais au sol, ça s'est pas bien passé malheureusement. C'est là où Ortega s'est blessé. Alors je crois que c'était à l'épaule de mémoire, je me souviens pas très bien ce qui lui était arrivé, mais il s'était blessé, donc le combat avait été stoppé là. Et donc Yair Rodriguez avait remporté ce combat-là. Avant ça, Rodriguez, il avait sa défaite, on va dire, ce qu'il avait seulement perdu contre Volkanovski à l'UFC jusque-là, dans la catégorie en tout cas. Non, pardon, il y avait eu Frankie Edgar aussi en 2017, je dis une bêtise. Et donc, si on remonte avant Brian Ortega, il avait perdu par décision contre Max Holloway, où ça avait été une guerre entre Holloway et Rodriguez. C'était un combat vraiment, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir. Ils se rendent coup pour coup, sauf que Holloway est beaucoup plus précis et Rodriguez, il a terminé le visage extrêmement tuméfié. Si on remonte un peu plus loin en 2019, parce qu'on était déjà en 2021 contre Max Holloway, en 2019, il avait une victoire Rodriguez contre Jeremy Stephen, par décision. Donc quand il perd, Rodriguez, c'est contre le top de la catégorie, c'est-à-dire Max Holloway, l'ancien champion, ou Volkanovski. Sinon, il a battu Ortega et Emmett. Donc face à lui, Brian Ortega. Il est américain, il est jeune, il a 32 ans. Lui, il s'entraîne à la Black House. Il a 15 victoires en carrière pour 3 défaites seulement. Il était invaincu à l'UFC avant de rencontrer Max Holloway. Il venait de battre Frankie Edgar par KO, c'était en 2018, donc ça remonte un peu loin. Et ensuite, en décembre 2018, il avait eu cette guerre contre Max Holloway lui aussi. Donc Max Holloway les a battus tous les deux, hein. Comme Volkanovski, il avait nettoyé la catégorie, hein. Eux, ils passent toujours forcément tous les combattants un petit peu, même s'ils sont dans le top 5, ils vont toujours passer un peu dans cette caté après Holloway et Volkanovski qui les avaient tous battus forcément. Donc après cette défaite contre Max Holloway où c'était une guerre, il avait été arrêté au 4e round par KO technique. Donc c'était pour tenter de ravir la ceinture à l'époque de Max Holloway qui était champion encore en 2018. Après ça, on ne l'avait pas vu pendant 2 ans quasiment. Il était revenu seulement en octobre 2020, Brian Ortega, avec une victoire par décision où il avait outrageusement dominé Shang Tsung Jung. Ensuite, il avait une deuxième chance pour la ceinture. Il avait dû attendre 1 an supplémentaire pour rencontrer Alexander Volkanovski, cette fois-ci où il avait perdu par décision. On se souvient, il avait tenté tentative de soumission sur Volkanovski vraiment impressionnante, où Volka il était resté enfermé presque 1 minute dans la prise en ne lâchant rien, et il avait réussi à sortir, ce qui avait dû être un coup au moral énorme pour Ortega qui s'était fait tabasser en grande pound après, qui avait su tenir jusqu'à la cloche, mais qui avait fini le visage pareil tuméfié et vraiment très très marqué quoi.
Et ensuite, après cette défaite donc en 2021 contre Volkanovski, c'est là où il a eu son combat contre Yair Rodriguez et il a enchaîné une 3e défaite en carrière. Où il avait perdu donc par blessure au premier round, KO technique. Donc 3 défaites seulement en carrière pour Brian Ortega et c'est contre Max Holloway, Volkanovski et Rodriguez. Donc c'est le top de la KT, hein. Même s'ils n'ont pas encore affronté les nouveaux venus, hein, comme le nouveau champion Topuria ou le russe invaincu en 18-0 Movsar Evloev. Pour l'instant, il y a Rodriguez contre Brian Ortega, c'est un combat qui va sûrement mener, je pense, à un title shot, hein, il y a de grandes chances. Pour ce qui est des cotes, on retrouve Yair Rodriguez favori, cote à 1,58 et une cote à 2,23 pour Ortega. Il y a de grandes chances pour que leur nouvel affrontement se passe comme le premier, c'est-à-dire que Rodriguez va vraiment essayer de rester à l'avantage debout. Ortega va chercher à l'emmener au sol. Si ça part au sol, c'est compliqué pour Rodriguez. Et si ça reste debout, ça va être compliqué pour Ortega. Et il est favori, le fait qu'il l'ait déjà battu. Je pense que choisir le favori Rodriguez en espérant qu'il ne se fasse pas emmener au sol et qu'il résiste au grappling d'Ortega et aux tentatives de soumission et qu'il réussisse soit à le mettre KO technique ou à le dominer sur l'ensemble des 3 rounds. Donc je vous conseille de choisir Rodriguez. Après, à la vérité, je reste quand même 50-50 sur ce combat, hein, parce que si ça part au sol, Ortega il a de grandes chances quand même de réussir à soit à dominer Rodriguez au sol pendant 2 rounds en le gardant sur le dos ou en tentant des soumissions, mais si ça reste debout, ça va être compliqué pour lui. Mais vu que les combats en général, hein, les combats de MMA commencent toujours debout, je donnerais quand même un avantage à Rodriguez sur les premiers échanges de frappe. Et c'est Ortega qui va devoir casser la distance, donc on reste sur Rodriguez. On reste sur le favori. Et on enchaîne sur le main event. C'est parti. Et on retrouve en main event, combat dans la catégorie flyweight. On retrouve Brandon Moreno face à Brandon Royval. Le Mexicain, Brandon Moreno, il a 30 ans, 30 ans, 21 victoires pour 7 défaites en carrière. Son dernier combat, il a perdu sa ceinture de champion face à Alexandre Pantoja par décision partagée. Avant ça, il avait récupéré en battant Deiveson Figueiredo par KO technique, c'était en 2023, mois de janvier. Avant ça, UFC 277, au mois de juillet 2022, il avait une victoire par KO technique contre Kai Kara-France. On remonte encore avant, en 2022, Deiveson Figueiredo, il avait perdu par décision. Et encore avant ça, UFC 263, victoire contre Deiveson Figueiredo, toujours mais par soumission, où il lui avait pris la ceinture. Avant ça, le combat encore contre Deiveson Figueiredo en 2020, parce qu'ils se sont affrontés 4 fois, hein, c'était où il y avait eu le match nul. Et si on remonte encore donc avant, au mois de novembre 2020, Brandon Royval par KO technique, c'est là où ils s'étaient déjà rencontrés les deux combattants. Et Moreno l'avait donc battu par KO technique au premier round à 4,59 à 1 seconde de la fin du premier round. Donc face à lui, le Brésilien Brandon Royval, il est un tout petit peu plus vieux, il a 31 ans, il a 1 an de plus seulement. Il a 15 victoires pour 7 défaites en carrière, le Brésilien. Dernier combat, donc également défaite contre le champion Alexandre Pantoja, où il a tenté de lui ravir la ceinture au mois de décembre 2023. Il a perdu par décision unanime. Après 5 rounds extrêmement disputés, hein, parce que Brandon Royval, il avait déjà affronté Pantoja également, et il avait perdu contre lui en 2021. Mais il avait eu droit à cette chance au titre parce qu'il avait enchaîné 3 victoires contre Matheus Nicolò par KO en 2023. Match nul par soumission en 2022 et une décision partagée, c'était en 2022 également. Donc il avait enchaîné 3 victoires après ses 2 défaites face à Moreno et Pantoja. Donc c'était 3 victoires quand même avec 2 finishes, c'était mérité, qui rencontre le champion dans une catégorie flyweight qui n'est pas non plus extrêmement fournie. Donc Royval pour l'instant il a pêché à chaque fois contre Moreno et contre Pantoja, hein, contre les deux qui ont été champions. Par contre il a quand même en 2020 soumis Kai Kara-France. Il avait soumis Kai Kara-France au deuxième round, c'était quand même en 2020, donc ça fait un petit moment. Et donc il reste sur la défaite face au champion pour le moment. Pour ce qui est des cotes, on retrouve Moreno favori avec une cote à 1,34 et Royval une cote à 2,97. Donc Royval a déjà perdu contre Moreno et Pantoja, donc c'est compliqué. Le top de la KT est compliqué pour le Brésilien. Et je comprends pourquoi il n'est pas favori. Je vous conseille donc de choisir Moreno. Depuis leur première rencontre, leur jeu a évolué, hein, c'est évident, forcément, il s'est passé plusieurs années, mais je pense pas que Royval ait suffisamment évolué et qu'il ait les skills nécessaires pour battre Moreno. Je pense même que Moreno serait capable de le dominer sur l'ensemble du combat. Alors peut-être un finish c'est possible, mais dans la catégorie flyweight, il n'y en a pas souvent non plus. Donc j'aurais bien une victoire par décision pour Moreno, après une belle guerre de 5 rounds.
Voilà les amis, on en a terminé avec analyse et pronostic de cette UFC Fight Night 237. Vous retrouvez donc samedi 24 février prochain. Voilà les frérots, j'espère que ces analyses vont être bonnes et ces analyses et pronostics vont être bonnes. Quant à nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour l'analyse et pronostic de l'UFC Fight Night 238, Rozenstruik versus Gaziev. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner les frérots, à lâcher un petit pouce bleu pour le référencement. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux pour voir tous les tickets gagnants que je balance. Les liens ils sont dans la description de la chaîne, hein, Facebook, TikTok et Instagram. N'hésitez surtout pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et je vous en remercie 1000 fois les frérots. Il me reste plus qu'à vous dire de faire très attention avec les paris en ligne les amis. Jouez toujours de façon ludique et réfléchie et surtout de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Si jamais vous êtes en détresse d'argent, n'hésitez pas à appeler le numéro qui est affiché ici à l'écran. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao à tous.